Ravi de vous retrouver pour l'édition de 19h45. Bonsoir à tous, le sommet de cette session d'information. 6 à 7% de Béninois souffrent de l'asthme, une maladie respiratoire qui peut durer plusieurs années, voire toute une vie. Quelles en sont les causes et les traitements disponibles? C'est à suivre. C'est un métier incontournable dans la construction. Le métier d'électricien bâtiment exige habileté et précision. Il permet de concevoir, d'installer et d'entretenir les réseaux électriques. La crise sanitaire liée à la Covid-19 a ralenti les économies africaines. Barthélémy Senou est économiste. Il nous propose ici des pistes de solutions pour la relance des économies du continent africain. Le 4 mai 1999, 4 pompiers ont péri dans un feu de forêt en Australie. C'est le début d'une prise de conscience au plan mondial du rôle de ces soldats du feu. Depuis ce douloureux événement, la journée du 4 mai a été choisie pour célébrer les pompiers. En ce jour, la communauté mondiale reconnaît et rend hommage à tous les hommes et toutes les femmes qui font preuve de dévouement, d'amour et de sacrifice pour assurer un environnement de sécurité et aussi un environnement apaisé. D'une journée à une autre, la communauté internationale a célébré hier, premier mardi du mois de mai, la journée mondiale de l'asthme. Une pathologie qui touche 253 millions de personnes dans le monde selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Une maladie respiratoire. Cette pathologie respiratoire, pour être plus précis, a un fort impact sur la vie des patients. Quelles sont les causes de cette affection et peut-on en guérir? Élément de réponse dans ce reportage de Henriette Athéou, lu par Amandine Aniambosso. Première maladie chronique chez les enfants, l'asthme est à l'origine de plus de 1000 décès par an chez les moins de 65 ans. C'est ma grand-maman qui avait souffert de ça. Elle est déjà décédée. C'est une maladie, je sais que c'est plus ou moins respiratoire. Celui que ça attaque, que ça l'empêche de respirer. L'asthme est une maladie caractérisée par une inflammation des voies respiratoires. Les causes ne sont pas bien connues, même si l'on sait qu'il existe des facteurs de risque génétiques et environnementaux. Si un parent ou les deux parents sont asthmatiques, l'enfant aura plus de chances d'être asthmatique. Un enfant qui naît dans un environnement où il est exposé à la biomasse, c'est-à-dire la fumée du feu de bois, dans un environnement qui n'est pas aéré, l'enfant a plus de chances de développer un asthme. Il y a aussi les infections virales. On peut avoir aussi chez les patients asthmatiques une toux qui est le plus souvent une toux qui est sèche. Des fois, c'est une toux qui est productive. Le plus souvent, l'oreille de la toux, elle est nocturne ou bien au petit matin. Le patient aussi peut présenter une douleur thoracique à type d'oppression ou de compression au niveau du thorax. On peut avoir aussi des sifflements respiratoires. Quand le patient respire à distance, on peut l'entendre siffler. Cette pathologie inflammatoire ne se guérit pas, mais une bonne prise en charge permet de contrôler la maladie. Pour contrôler les symptômes, il y a le traitement de la crise ou de l'exacerbation et il y a le traitement de fond pour contrôler les symptômes futurs. Le traitement de la crise est basé sur ce que nous appelons les bronchodilatateurs qui vont dilater les tuyaux que nous appelons les bronches qui sont obstrués au cours de la crise d'asthme. Ces bronchodilatateurs dans la crise, on utilise ceux qui sont de courte durée d'action qui vont agir rapidement et on va utiliser aussi des corticoïdes souvent en comprimé que le patient doit avaler au cours de la crise. Mais si l'asthme n'est pas traité, que si c'est un asthme sévère à long terme, ça peut évoluer vers une obstruction qui est fixée et là, le patient ne va pas répondre rapidement au traitement et surtout si le patient fait une crise qui est grave, ça peut évoluer jusqu'au décès du malade si la prise en charge n'est pas précoce. Ça peut aussi altérer son quotidien. Chez l'enfant, il va être absent au cours. Chez les adultes, il va rester à la maison, il ne pourra pas
ou être hospitalisé à plusieurs reprises parce qu'il ne pourra pas aller au travail. Apprendre à reconnaître ces signes permet d'agir à temps pour réduire la gravité des crises. Il est également important de sensibiliser afin de mettre un terme aux idées reçues associées à l'asthme dans certains endroits. Merci à vous, Amandine Aliabossou, pour ce reportage. On retient donc qu'il faut faire des bilans de santé périodiques pour être à l'abri de cette pathologie qu'est l'asthme. L'électricité industrielle est un métier incontournable en milieu industriel. C'est comme l'électricien bâtiment qui lui aussi est à charge de l'équipement électrique des constructions. C'est un ouvrier qui intervient de la conception à l'installation au dépannage des réseaux électriques. Plus de précisions dans ce reportage signé Nadège Omoladi-Sani. Il démarre la construction du bâtiment presque au même moment que tous les autres corps de métier, mais son travail se poursuit même après la remise des clés aux propriétaires des lieux. Depuis la mise en terre, l'électricien opère pour protéger les personnes, mais aussi les équipements contre les chocs électriques et la foudre. De commun accord avec les autres professionnels du secteur, il installe les canalisations, les câbles et met en place les différents appareillages. Le plan est la boussole qui oriente l'électricien pour l'emplacement des installations. Si le technicien met que le climatiseur doit rester là, et toi tu vois un signe sur le plan, tu ne sais pas que c'est climatiseur en train de signaler, tu ne peux pas le faire. Donc tu peux ne pas beaucoup étudier, mais tu dois, si tu es dans un domaine, tu dois savoir les b.a.-ba. Il faut étudier le plan. En tant qu'électricien, il y a le technicien qui est chargé de faire le plan. Il remet à chaque corps le plan qui lui convient et c'est à lui de faire un travail là-dessus pour qu'on puisse avoir un résultat commun à la fin. L'électricien bâtiment travaille au quotidien dans le respect des normes et de la sécurité. Rien ne se fait au hasard dans ce métier et le choix des couleurs correspond à un code. Si c'est le climatiseur, tu sais que c'est tel fil et on prévoit tout avant que les équipements ne viennent. Et aussi, on a le code des couleurs. Si moi je finis de travailler ici, un autre électricien vient ici, il doit faire quelques minutes pour se retrouver. Parce qu'on a notre langage, s'il voit telle couleur, il doit savoir que ceci, ça représente telle chose. Il y a la section de fil, il y a le code des couleurs au niveau des fils. Romain exerce ce métier depuis l'âge de 11 ans. 26 ans après, sa passion est la même. Une passion suscitée par son géniteur, maître maçon, qui lui a transmis les rudiments dès son jeune âge. Bien que n'ayant pas fait de grandes études dans le domaine, il jouit pleinement de cette profession. Lorsque j'étais petit, en classe de C2, quand je vois il y a un peu de l'ombre et quelque part, si je prends 2 piles et je branche avec une ampoule, ça s'allume. C'est de là que je me suis impressionné de faire l'électricité. Comment j'ai commencé et jusqu'aujourd'hui, je sais comment je suis. C'est avec ça que je nourris mes petites familles. Le métier d'électricien bâtiment n'est pas sans risque pour ceux qui l'exercent. Parfois, de mauvaises expériences occasionnant des dommages matériels font partie de leur quotidien. Mais pour ces passionnés, il faut aimer le métier, être précis et méthodique dans le travail pour contourner les risques. Venons-en maintenant à cette problématique au cœur des politiques de développement dans plusieurs pays africains depuis l'avènement de la pandémie liée au Covid-19. Il s'agit de la relance des économies africaines affaiblies par la pandémie de coronavirus. Beaucoup de pays veulent connaître une croissance élevée et très supérieure. Dans ce journal, Barthélémy Senou, il est économiste, enseignant à l'université d'Abomey-Calavi. Il nous propose quelques pistes de solutions pour aider les pays africains à relancer leurs économies. La relance de l'économie, elle n'est pas seulement un objectif africain, c'est un objectif mondial. Et comparaison n'est pas raison, tous les pays occidentaux sont aujourd'hui en train de relancer leur économie. Et sur quoi ces pays s'appuient-ils pour relancer leur économie? Nous sommes encore dans la crise, le souhait est que nous en sortions définitivement. Alors, généralement, les instruments de relance des économies, c'est notamment l'instrument monétaire et l'instrument budgétaire. Mais malheureusement, aussi bien l'instrument monétaire que l'instrument budgétaire
leur utilisation, ça pose des problèmes dans les pays africains. Nous n'avons pas un instrument monétaire parce que nous n'avons pas de monnaie. Nous n'avons pas une monnaie sur laquelle nous pourrons nous appuyer pour pouvoir relancer notre économie. Du point de vue de l'instrument budgétaire, là aussi un problème se pose parce que nous avons quand même une limite en termes de taux d'endettement qui est de 70%, je crois. Mais malheureusement, dans le contexte actuel, tous les pays qui s'en sortent en matière de réduction ou de lutte contre les conséquences de la crise, c'est sur la dette que ces pays s'appuient. Quand vous regardez les chiffres de la dette au plan international, vous allez voir que les pays développés sont en réalité beaucoup plus endettés que nos pays. Et donc l'instrument de la dette, qui est l'instrument budgétaire, est l'instrument privilégié aujourd'hui pour pouvoir limiter les effets de la pandémie et relancer nos économies. Mais malheureusement, l'utilisation de cet instrument budgétaire impose aussi un certain nombre de conditions qui doivent être remplies. Les conditions, c'est surtout la rationalisation des dépenses publiques. C'est la capacité du pays à asseoir une bonne gestion des finances publiques, la capacité du pays à lutter efficacement contre la corruption, la capacité du pays à mettre en place un certain nombre de cadres qui puissent permettre d'éviter les fuites que l'on observe généralement au niveau des budgets des États africains. Et en matière de relance des économies africaines, beaucoup de pays s'en sortent. Le Bénin également, avec beaucoup de politiques de développement qui participent à la relance de l'économie béninoise. D'autres informations pêle-mêle au plan national dans cette session d'information. Arnaud Adadja et Sabira Tao nous proposent La Nation en bref. On parlera bientôt du prix Vincent Folly pour la liberté de presse, en souvenir de la plume audacieuse de cette icône de la presse béninoise. Un prix pour immortaliser la mémoire de l'un des pionniers de la liberté de la presse au Bénin. Le prix portant son nom sera décerné au journaliste le plus méritant. L'image de cet enseignant du secondaire, ancien journaliste du quotidien Le Point au quotidien, devenu directeur de publication de la Nouvelle Tribune, aura marqué la presse béninoise. Fidèle à son slogan « Amour pour tous et haine pour personne », l'ONG Jamaat Islamia du Bénin, ensemble avec ses partenaires allemands de l'ONG Humanity First, ont rendu visite aux pensionnaires de plusieurs centres. Ils ont entre autres parcouru les centres psychiatriques de Djako et Saint-Camille, les prisons civiles de Cotonou et de Porto Novo, afin de leur manifester leur amour. Ils sont allés offrir des vivres d'une valeur de 40 millions de francs CFA dans ces différents endroits à l'occasion du mois du Ramadan. Apporter la protection sociale, amener la CGTB à mieux sensibiliser sur le droit du travail et enfin mettre en place un cadre de concertation du dialogue social. C'est pour ces raisons que le projet de promotion de l'emploi décent et durable des producteurs du riz et de l'ananas a été lancé. Fruit du partenariat entre l'Agence belge de développement et We Social Movement, 4000 personnes du secteur de l'ananas et membres de la mutuelle de santé ont été formées pour la connaissance des droits humains. Par ailleurs, 4800 acteurs du secteur du riz sont également prévus pour être pris en compte par le dit programme. À noter que l'Agence belge de développement et l'ONG We Social Movement promeuvent l'emploi décent. L'UNESCO vient de reconnaître le vaudou comme patrimoine mondial et afin de vulgariser cette décision, Dagbo Rounon Tomandjira Rounkon II, le représentant mondial du culte vaudou, a entrepris un périple dans les départements du Bénin. Dans le Mono où il vient de se rendre, ce dignitaire de la religion traditionnelle a insisté sur la réorganisation des cultes endogènes au Bénin. Ce sera tout pour cette session d'information que vous pouvez revoir sur le www.ortb.bj. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.